Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, une émission consacrée au premier match des finales NBA 2020. On va faire ce genre de petit épisode après chaque match des finales, comme on vous l'avait promis, à la toute fin de l'épisode de la semaine dernière. Les plus malins l'auront entendu. Pour m'accompagner cette semaine, un seul homme, et oui, dispositif oblige, vu qu'on enregistre dans des horaires qui sont pas toujours les nôtres d'habitude. Alors si on devait comparer Dunk Hebdo au girls band coréen Blackpink, il serait sûrement Rosé, ou Rosé en version française, son membre le plus sous-estimé, mais sa meilleure voix, Adrien. Comment ça va, Adrien ? Oh, quel honneur. Ça va très bien, écoute, effectivement, comme tu disais, horaire particulier, moi je sors du boulot, je viens de manger, et puis je m'assois, et puis on va parler de ce Game 1. Il y a quelque chose à dire quand même, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, oui. Puis au moins, quand on parlera de NBA, je pense que nos auditeurs nous comprendront, parce que je sais pas combien de pourcents ont compris la référence. Bref, comme tu l'as dit, on va revenir sur ce match 1, il y a pas mal de choses à dire. Miami était opposé, comme on vous l'avait dit dans la preview, aux Lakers de Los Angeles. Miami s'est largement et lourdement incliné 116-98. Donc on va revenir dans ce petit épisode sur ce match, ce qu'on a pu en tirer et la suite aussi, c'est très important. Alors si vous découvrez le podcast Dunk Hebdo à l'occasion de ces finales, on vous invite à nous suivre sur Twitter, on va essayer d'être un peu plus actifs, mais aussi sur les plateformes de streaming. Et pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcasts, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Allez, on va pas faire plus long, on marque une toute petite pause et puis on se retrouve pour débriefer ce match 1 des NBA. Vous pouvez imaginer pire scénario, alors pas sûr, menant au début de match, Miami s'est fait rouler dessus par la machine Lakers, encaissant au cours du match un 73-30, et comme si cela ne suffisait pas, Goran Dragic s'est blessé à la voûte plantaire et pourrait manquer le reste de la série. Son statut est incertain au moment où on enregistre. Jimmy Butler s'est lui aussi blessé à la cheville, il est resté pendant le match, mais quid de la suite, et Bam Adebayo aurait aggravé probablement une blessure à l'épaule. Adrien, c'était vraiment un cauchemar ce match 1 pour les joueurs du 8. Là je crois que t'as énuméré le constat est sec et dur effectivement. Au-delà du basket, on va y revenir. Déjà effectivement ce passage où au début ils étaient à plus 13, puis quelques minutes plus tard ils sont à moins 13, donc ça fait très très mal. Et puis les blessures, effectivement c'est hors sportif, ça, c'est toujours embêtant sur les matchs de finale parce que quoi qu'on en pense, on préfère voir du basket avec les forces en présence au maximum. Mais du côté basket et du côté physique, de l'affrontement physique, cette série, ce premier match de série a été très très dur pour le Heat. Ouais, clairement. Je trouve c'est bien de mettre en exergue le physique parce que même si en plus on peut aussi parler de la défense qui est un peu liée, on a vu deux équipes bien coachées. Enfin, je pense que, je sais pas, mais je trouve que d'un point de vue stylistique, elle tranche un peu des dernières finales qu'on a eues, celle-ci. Peut-être que c'est à cause de Miami, peut-être que c'est à cause du fait que les Lakers sont plus une équipe avec une mentalité défensive, mais je trouve que ça changeait un peu. Ou peut-être que c'est l'effet bulle, je sais pas. Il y a beaucoup d'éléments, mais je trouve que sur les premières minutes, physiquement, on a vu des trucs et défensivement que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en finale NBA. Ouais, on s'était un peu habitué aussi, c'est surtout à cause des Warriors, j'ai envie de te dire. On s'était habitué à des orgies offensives avec un basket très léché, très vif, où là c'est quelque chose de plus âpre, j'allais dire, avec des défenses et des effectifs très solides. On en parlait un peu dans la preview de Miami qui avait réussi à dominer physiquement la plupart de ces match-up à l'Est et qui allait enfin affronter une équipe qui avait du répondant, et on l'a vu, notamment avec cette capacité bien connue des Lakers de jouer avec deux grands, donc avec un Dwight Howard qui était titulaire d'ailleurs pour ce Game 1, qui était un petit changement par rapport à ce qu'on avait vu sur l'ensemble des playoffs. Des Lakers capables de vraiment imposer un défi physique très important, et du coup on s'est retrouvé avec un début de match en effet avec des défenses qui étaient très solides, des rotations respectées, et il fallait aller chercher des paniers, et c'est pour ça aussi que pendant un petit temps, au début, Miami a été plus efficace en allant chercher des points plus près du cercle, avec un Bam qui était au début assez efficace, là où les Lakers prenaient quelques shoots un peu loin, ça rentrait pas forcément beaucoup dedans, LeBron James relativement discret, et c'est KCP qui maintenait les Lakers à flot sur les premières minutes du Game 1. C'est ça. Revenons un peu sur ce début de match 1 avant peut-être de parler après des blessures et après du run des Lakers.
Alors, on va être honnête, hein. Aujourd'hui, depuis cette fin de match 1, je trouve que globalement NBA Twitter et même tous les fans de NBA sont assez pessimistes sur les chances du Heat. On va essayer d'être positif. On va essayer de regarder ce début de match. Qu'est-ce qu'a su faire le Heat de positif? Alors déjà, je trouve qu'ils ont été, bien sûr, incandescents à 3 points. Enfin, ils commencent leur match, ils mettent beaucoup leurs 3 points, notamment Jimmy Butler qui en met 2. Jimmy Butler qui met 8 points au début du match, et il y en a pratiquement aucun facile. Enfin, Jimmy Butler, c'est un shooter de série, Adrien, tu le sais mieux que quiconque, mais mettre 2-3 points de suite, ensuite il met un finish très dur dans la raquette contre LeBron. Je trouve que sur le début du match, en fait, le Heat tient parce qu'ils mettent des shoots difficiles. Et c'est ça la différence avec les Lakers qui, au début, alors secret de polichinelle, on s'échange des messages entre nous, l'équipe DH pendant le match. Moi, j'étais énervé parce que les Lakers n'allaient pas à l'intérieur au début du match, en fait. Ça se voyait qu'il y avait la volonté côté Heat de fermer la raquette parce que les Lakers se gavent de shoot à l'intérieur, mais ils n'arrivaient pas à entrer dans la raquette, en fait. Et je trouve que le premier changement du match, et on est toujours dans le premier quart-temps, c'est sortie de Dwight Howard, mise en place de Anthony Davis en 5. Et ça change tout, en fait. Parce que déjà Anthony Davis se retrouve face à Bam Adebayo directement, et il se retrouve aussi sur le pick and roll Dragic-Adebayo, et du coup tu peux plus en user et abuser comme ils l'ont fait au début du match, le Heat de Miami. Oui, totalement. Au début, les Lakers étaient retombés un peu dans le piège que leur avait tendu dans les games 1 des séries respectives Portland et Houston, d'essayer de transformer, on en avait parlé d'ailleurs dans la preview, d'essayer de transformer ce match en un concours de shoot, grosso modo, ce que le Miami avait réussi à faire. Les Lakers étaient un petit peu tombés dans ce piège en s'échangeant des paniers, comme tu disais, pas forcément compliqués, des tirs qui étaient la plupart semi-ouverts, on va dire, mais qui ne rentraient pas dedans parce que n'est pas la force des Lakers, et on en avait aussi parlé dans la preview. Ils ont de très très forts finisseurs près du cercle, et c'est leur qualité première. Et effectivement, le changement s'opère une fois qu'ils vont aller chercher Bam Adebayo et justement essayer de le mettre en difficulté, parce que comme on le disait, beaucoup de responsabilités sont sur les épaules de Bam Adebayo sur cette série, au-delà de la blessure dont on va probablement reparler, et il faut le faire travailler des deux côtés du terrain, parce que même si les shoots dont tu parlais sont assez compliqués du côté du 8 en début de match, même si on sait que Butler est capable de les mettre effectivement, ils vont quand même les chercher relativement près du cercle. Ça joue avec Bam Adebayo en tour de contrôle, et ils sont dans leur zone de confort. Alors certes, c'est peut-être un peu surévaluer le nombre de shoots qui rentrent, les points au début, mais en l'occurrence Miami joue son jeu et n'est pas spécialement embêté par les Lakers, et justement je pense que Vogel fait le bon choix, voit vite qu'il faut réadapter ça, et c'est un moment où il y a un changement stratégique tout simplement, qu'effectivement il y a une première bascule qui se fait et qui est assez sévère. Justement, par rapport à ça, Adrien, alors on l'a dit, Bam Adebayo on sait pas s'il va jouer le match 2. Il y a des questions on l'espère pour le spectacle, on l'espère pour Miami, on l'espère pour les finales même, on l'espère pour nous aussi, parce qu'on a envie de faire des épisodes sur les finales. On sait pas s'il va jouer ce match 2, on sait pas s'il le joue, dans quel état il sera, mais alors je vais pas crier à la victoire trop vite, mais je trouve que oui, ce début de match, ça a illustré qu'on en demandait beaucoup à Bam Adebayo. C'est-à-dire que dans la série contre Boston, il avait eu tout le loisir en fait de dominer, parce qu'en face, il avait pas d'adversaire à sa taille. Déjà de 1, quand il est opposé à Dwight Howard, alors c'est plus le grand Dwight Howard, mais physiquement, il y a un impact. Physiquement, c'est toujours solide. c'est extrêmement, les épaules sont carrées, et c'est un impact physique qu'il a pas rencontré dans la conférence Est, en fait. Le premier tour contre Indiana, alors il y a 4-0, les matchs sont serrés, mais il y a 4-0 et le Heat maîtrise assez bien. Il joue Brook Lopez bien souvent dans l'affrontement contre Milwaukee, c'est pas la même chose, ou des rares fois sur Giannis, mais Giannis n'est pas le même style, c'est pas un intérieur de métier tout simplement, et Daniel Tice n'est pas du même acabit tout simplement du côté de Boston. Donc en fait, je trouve que je vais pas parler de redescendre sur terre, mais c'est la première fois sur ces playoffs que Bam Adebayo n'écrasait pas physiquement son match-up en face. Et ça change déjà, on le voit, ça change déjà beaucoup de l'équation pour le Heat, en fait, parce que il a pas, je trouve, pu profiter de comme on avait dit, de sa position d'un peu de tour de contrôle en attaque pour faire des passes. Je voyais la stat qui est passée. En moyenne sur ces playoffs, Bam Adebayo donne 11 passes décisives potentielles, c'est-à-dire en gros une passe et le mec shoot. Il en a donné une sur le match 1. Donc en fait, on voit bien que cette relation Bam Adebayo avec les gens autour, elle a été cassée. Alors bravo aux Lakers, mais ça prouve que je trouve qu'on en mettait de base beaucoup trop sur ses épaules.
Ouais, totalement. Puis c'est assez paradoxal, tu vois, en t'écoutant, ça m'a fait penser, puisque ça fait quand même quelques années qu'on est obnubilé par le small ball et cette idée d'avoir un 5 plutôt capable de switcher, etc. Et là, on arrive sur ces finales de 2020 où effectivement, une des bascules se fait sur les pivots qui sont plutôt... Alors Bam Adebayo est quand même un pivot relativement moderne dans ce qu'il peut proposer dans ses capacités basket, mais physiquement, on est sur des 7-footers ou presque. Il doit être à 6'9", 6'10". Et Dwight Howard est à 6'10 aussi, donc 2m08. Donc on est voilà sur ces profils-là, et effectivement ils ont été arrêtés, et ça va faire un petit peu la transition sur les blessures. On l'évoquait donc en parlant entre nous. Moi je trouve que c'est assez criant sur ces blessures, au-delà de ce qu'elles sont en elles-mêmes, sur comment elles ont eu lieu du côté du Heat. C'est d'un côté Jimmy Butler et Goran Dragic qui vont chercher des appuis un peu plus compliqués, parce que justement, par exemple, Jimmy Butler est empêché sur un drive physiquement, il ne peut pas enfoncer son joueur comme il pouvait le faire sur certains match-ups face aux Celtics, donc il va chercher un appui un peu plus compliqué et la cheville va tourner. Pour Bam Adebayo, et ben c'est un contact avec Dwight Howard en premier lieu, et Dwight Howard qui ne bouge pas, comme tu disais. Dwight Howard, ça reste c'est une bestiole, comme j'aime bien dire, quoi. C'est vraiment le gars, il fait 2m8, il fait au moins 1m60 de large, je sais pas combien font ses épaules, mais c'est incroyable, et le gars ne bouge pas, est solide sur les appuis, et on sent que le Heat est un peu en difficulté, doit chercher un peu plus loin dans ses retranchements, des choses un petit peu plus compliquées, et effectivement ces blessures illustrent cette victoire dans le combat physique pour les Lakers dans ce game 1. Mais comme tu disais, autant il ne fallait pas surréagir dans les séries précédentes quand les Lakers perdaient le premier match de la série, ils ont su s'adapter, autant là, même si les blessures changent un peu la physionomie de la série, on va pas surréagir dans l'autre sens non plus. Il y a eu des belles choses, notamment en début de match, mais même ensuite du côté du Heat, et il va falloir rester concentré pour tout le monde jusqu'au bout. C'est ça, on l'espère. Enfin, pour le spectacle, les Lakers vont pas faire 13/19 pour débuter un match à chaque match de cette série. De toute façon, il y a 4-0. S'ils font ça, honnêtement, il y a 4-0. Hein. On peut déjà sortir de la bulle tous, et LeBron peut fêter avec AD son titre, c'est fini. Hein, s'il commence à 13/19. Mais c'est vrai que je trouve, je suis assez d'accord avec toi, que en fait, Miami, sur beaucoup de choses, il y a des petites corrections qui sont possibles. Alors, le vrai gros problème, on va en parler, je pense, qui est mis en avant en ce moment dans les médias, en conclusion de ce match, c'est Anthony Davis, en fait. Là où tu vois que Anthony Davis, déjà, Adebayo, il est peut-être trop grand pour Adebayo, on l'avait dit en preview, mais le problème, c'est que Spoelstra a tenté des trucs, par exemple, Solomon Hill en 5, alors ça, j'avoue, je trouve qu'on aurait dû lui mettre des points pour l'audace, parce que Solo Hill en 5, c'est extrêmec compliqué, des 5 small ball, c'est vrai. C'est pour ça, moi, toujours le pape du small ball. Quand on me dit que le small ball est mort, en finale NBA, il y a quand même un mec entre guillemets, Spoelstra, qui tente de mettre un 5 avec Solo Hill en pivot. Ça prouve bien que ce n'est pas un épiphénomène, il y a quand même quelque chose de plus large, mais je referme la parenthèse. On a bien vu qu'en fait, Anthony Davis, comme Tom, qu'on salue, aime le dire, c'est un small ball killer, en fait. Tu peux pas jouer petit contre lui. Le problème, c'est que une fois que Bam avait des problèmes de faute, fin du premier quart-temps, y a plus de solution, en fait, côté Heat. Kelly Olynyk, c'est assez compliqué, et derrière, c'est que des joueurs qu'on fait plus jouer, en fait. Meyers Leonard et le joueur coach Udonis Haslem. Ouais, il y a deux côtés, ce que tu viens d'évoquer. Il y a effectivement donc en défense, du point de vue du Heat en défense, où Anthony Davis est d'une part un small ball killer, et ensuite cet effectif des Lakers c'est très bon pour attaquer la zone. On a très peu vu de zone finalement. On est repassé assez vite sur de l'individuel, et les Lakers ont été très intelligents, notamment Rajon Rondo et LeBron James, pour aller chercher les mismatchs qui pouvaient se faire en 2-3 changements. Et de l'autre côté, il se passe exactement l'inverse. On a vu Miami essayer d'aller chercher des changements sur les défenseurs, mais les écrans étaient plutôt mal posés, du coup il n'y avait pas les mismatchs voulus, et on a vu des shoots en fin d'horloge assez compliqués à prendre. Tyler Herro a pas réussi à prendre son rythme, Duncan Robinson n'a pas mis un panier. C'est quand même quelque chose à souligner, parce que malgré tout, pour que l'attaque de Miami fonctionne dans ces playoffs, il faut que Duncan Robinson soit une vraie menace, et les Lakers ont su vite identifier ça et sortaient très vite sur lui. Il a pris 3 points, et les 3 étaient vraiment pas évidents. Donc voilà, des deux côtés du terrain, les Lakers ont pris la mesure, et effectivement c'est illustré par Anthony Davis, qui est, on le rappelle, ça paraît évident, mais c'est un formidable joueur de basket et un véritable casse-tête à jouer pour tous ses adversaires. Totalement, c'est vrai que Duncan Robinson, tu l'as dit, 0/3, pour un mec qui quand même, voilà, c'est souvent ce qui est mis en avant par
je dirais la team analytics, c'est aussi la capacité d'un joueur à créer du danger sans avoir le ballon dans les mains, en fait. Et Duncan Robinson l'a fait quand même, parce que sur le début du match, on voyait que sur les écrans, ils sortaient très fort les Lakers et ils le doublaient. Et mais ils étaient attentifs. Ouais, ils ont vu la vidéo. Je pense que ils ont pris, contrairement à Mike Budenholzer, en fait, ils ont pris des notes et ils se sont dit, il faut surtout pas le faire rentrer dans le match. Après, c'est vrai que sur ces 3 points, pour les avoir revus, il y en a un qui est compliqué, il y en a 2 où, c'est Duncan Robinson, il peut en mettre 1 ou 2, mais ça a été, c'est vrai, extrêmement compliqué. Et là, il faut souligner la capacité des Lakers à continuer à être une bonne défense, en fait. Ils ont continué à multiplier les déflexions, enfin, comme disent les Américains, en fait. Ils étaient sur beaucoup de lignes de passe. Honnêtement, la prestation défensive est impressionnante. Et c'est là où on voit peut-être un petit travers du Heat. C'est que, alors c'est caricatural, mais c'est le problème quand t'as pas de superstar, c'est qu'en fait, ils sont pas vraiment capable de créer de l'attaque à partir de rien, et c'est là où la blessure de Dragic est encore plus dommageable. C'est parce que c'est probablement le joueur qui s'est créé à partir de rien sur un écran. Par exemple, ça change complètement la politique des Lakers, enfin la politique entre guillemets des Lakers sur écran, parce que tu peux pas passer sous quand c'est un Dragic, tu peux passer sous quand c'est un Butler, en fait. Et en sortie d'écran, c'est une menace que n'aura peut-être pas le Heat, et ça change c'est un tournant dans la série, clairement. Oui, bah le gros joueur pour créer son propre shoot à partir de rien, c'est Tyler Hero chez le Heat sur ses playoffs, et il a eu du mal à rentrer dans son match. Il a pas été très très adroit. Est-ce que je te coupe, Adrien, est-ce que tu penses qu'il y a un petit effet, parce que j'avais sous-estimé ça, un petit effet finale NBA, parce que on va dire que les joueurs les moins expérimentés, il y en a aucun qui a eu un bon match quand même. En effet, du côté du Heat, c'est Jimmy Butler qui a été le plus en vue, et les autres ont eu plus de mal. Jimmy Butler qui a pas connu les finales NBA, mais qui a quand même connu pas mal de shoots de playoffs. Il y a peut-être de ça, on en avait parlé dans la finale. Moi, je maintiens que effectivement, arriver au stade des finales et à cette étape qui est autant basketball que mental, qui est de battre LeBron James, enfin en tout cas d'affronter LeBron James et les Lakers, ça a dû forcément jouer un peu. Mais il faut quand même rendre hommage à la défense des Lakers qui était très bien préparés, qui ont très bien défendu. Et ce qui illustre pas mal ce que tu disais, c'est que sur l'ensemble des points du Heat, il y a 23 assists. Pour les Lakers, il y a 26 assists. Alors, la différence paraît pas énorme comme ça, mais justement, comme tu le disais, le Heat crée normalement beaucoup collectivement avec du mouvement, là où aux Lakers, on a des vrais joueurs d'ISO. Tu mets la balle, tu donnes la balle à LeBron James ou Anthony Davis, ils peuvent aller chercher un panier sans problème, et beaucoup de fois, et comme du côté du Heat, on s'est retrouvé très vite sans Dragic, Dragic qui avait aussi pas super bien débuté non plus, qui a donc mis que 3 assists sur le match, et bien on s'est vite retrouvé à court de solutions, à Jimmy Butler qui devait un peu jouer au super-héros, et comme on l'avait dit dans la preview, peut-être une des forces de ce Heat, c'était que Jimmy Butler avait un costume bien taillé pour lui et pas trop grand, où il n'avait pas besoin de trop jouer au héros. Là, il a dû le faire, il l'a pas mal fait, c'est pas le problème, mais il s'est retrouvé vite esselé. Tyler Hero a essayé, il a pas été adroit, et derrière ça a été Kendrick Nunn a mis des paniers, mais il y avait déjà un écart de plus 20, donc on était dans un autre match déjà. C'est vrai, peut-être le seul point positif, c'est un Jay Crowder qui fait 4 sur 7. Lui qui avait fait, j'avais vu la stat sur NBA.com, qui était à 4 sur 28 sur les 4 matchs d'avant. Donc il a bien fait de se réveiller. Mais oui, je te suis. Il y a eu du côté du 8, on a un peu déjoué. Alors, bien évidemment, il faut faire peser dans cela les blessures. C'est évident, les blessures les ont fait déjouer. Mais la défense des Lakers doit recevoir du crédit. Alors, je sais que si je dis cette stat, ça va un peu éveiller les complotistes, mais le Heat, normalement, le Heat obtient 20% de ses points dans ces playoffs, 20% de ses points sur la ligne des lancers francs. Dans le match 1, seulement 11% de ses points. Ils sont moins allés sur la ligne des lancers francs, et je pense aussi ça c'est à cause de la longueur des Lakers. Encore une fois, pour le Heat, on revient un peu sur ce qu'on a dit sur nos previews, mais c'est nouveau de jouer une équipe plus longue qu'eux. Les Lakers sont grands, les Lakers sont longs, les Lakers sont physiques. Et c'est 3 éléments qui obligent peut-être le Heat, et je pense aussi notamment défensivement, ils sont plus en mesure de peut-être s'ajuster et de faire les close-out comme ils les ont fait avant. Parce qu'en fait, physiquement, ils jouent des joueurs qui peuvent prendre sur un pas, peuvent faire les différences. Je pense notamment à cette stratégie de doubler constamment LeBron et AD en sortie d'écran ou même au poste. J'ai écouté Rajabel dans un podcast de The Ringer qui expliquait que... qui je pense quelqu'un qui peut être respecté au niveau de la défense, il expliquait en défendre, doubler un mec oui, doubler 2, ça demande trop de communication, c'est impossible en fait. Et
les Lakers ont su tirer avantage de ça. Oui, et puis cet effet longueur, il se voit dans plein de compartiments du jeu. Tu parlais d'Anthony Davis, tu me l'évoquais juste avant qu'on commence à enregistrer. On va pas trahir de secret. Anthony Davis a pris plein de rebonds sur la tête de joueurs du 8, limite comme si c'était des enfants, quoi, un adulte face à des enfants. Et puis même quand tu disais les close-out, il y a effectivement la capacité de drive des joueurs là, mais il y a aussi des gars comme Green ou KCP peuvent prendre des shoots sans trop avoir peur de la longueur, puisqu'ils ont un point de relâche assez haut, sans trop craindre les close-outs du 8, et du coup ça pose effectivement de vrais problèmes défensifs pour ce hit de Miami. Et effectivement c'est sans parler des deux monstres qui sont un vrai casse-tête. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on a vu certaines limites du plan de jeu classique, on va dire, du hit de ces playoffs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de s'adapter, parce que comme on l'a dit, ils ont plusieurs cordes à leur arc. Il va falloir voir ce qu'ils peuvent faire dans les matchs qui arrivent, et notamment en mettant plus en valeur ou en avant les joueurs qui ont eu un peu plus de mal et dont on va avoir besoin maintenant, c'est sûr et certain, comme Tyler Hero et Duncan Robinson, pour ne citer que. C'est ça. Alors on va peut-être, juste avant de passer sur ça, je me fais une réflexion. On a 20 minutes de podcast. J'ai pas souvenir sur un match de finale où il est présent que l'on parle aussi peu de LeBron James. Enfin vraiment, on a quasiment pas abordé sa prestation. Alors est-ce que ça, c'est pas bon signe pour le hit? C'est pas bon signe, oui, parce que on l'a dit. Alors il finit tout proche du triple double. LeBron, il fait quelques. Alors bien sûr, ses détracteurs auront dit qu'il va aller chercher nombre de ses stats en fin de match. Moi, honnêtement, j'ai été surpris choqué par deux choses, je dirais. Déjà, sa volonté d'attaquer Adebayo dès qu'il a la sortie de dribble. Sur d'autres joueurs, j'ai trouvé qu'il était prêt à sortie d'écran, ou sur pick and roll. J'ai trouvé que sur d'autres joueurs, il était moins agressif. Adebayo, il a joué constamment, notamment au début du match où il lui met un step back très très difficile. Et d'ailleurs, Adebayo qui a la stat est sortie, Adebayo 5 sur 6. Les shooters ont tiré à 5 sur 6 sur lui, ce qui est pas habituel pour un mec aussi bon défensivement. Et je trouve déjà que LeBron a été ultra agressif sur Adebayo. Et deuxième chose, je m'attendais à ce qu'il avait adopté dans les tours précédents, de laisser beaucoup de latitude aux autres, à les changer. Mais là, vraiment, c'est pas une bonne nouvelle pour le Heat. Je trouve que LeBron a beaucoup laissé jouer les autres sur les débuts. Et on en parlait après le match sur WhatsApp, ça doit être les 25 points les plus discrets de l'histoire des finales NBA. Ouais, c'est bien possible. Je vais revenir sur tes 2 points. Donc le premier, l'attaque sur Adebayo, effectivement, on a vu que les Lakers, et ça rejoint ce qu'on disait sur les responsabilités qui pèsent sur Bam Adebayo sur cette série, ils ont identifié quelque chose de simple qu'ils avaient aussi fait d'ailleurs sur les tours précédents, notamment contre Denver, c'est que quand il y a un pivot très très important globalement dans la stratégie d'une équipe, le mettre très très vite en difficulté, notamment de point de vue des fautes, va être un avantage certain, parce que Adebayo peut d'une certaine façon, en tout cas au moins sur un match, peut-être pas changer toute la série, mais sur un match peut être un facteur décisif. Si on l'empêche de s'exprimer comme il le souhaite, c'est quelque chose qui peut donc changer la phase d'un match. Et LeBron l'a très très bien vu. Et comme tu l'as dit, dans un second temps, s'il avait pas les switches qui l'intéressaient, il pouvait laisser jouer au début. Donc c'est KCP qui a beaucoup marqué, puis Anthony Davis qui est très très fort, et même des fois pour s'effacer, laisser jouer les Caruso, les Rondo à l'opposé du ballon, parce qu'aussi il est une menace certaine maintenant, même à longue distance, comme tu as dit, il met des step back, il met des 3 points assez longs, et donc le LeBron James de 2020 est capable de tout faire. Et donc si ça va bien, qu'il a pas besoin de trop s'employer, je pense aussi qu'il pense au long terme. Il y avait un vrai défi physique. Ça paraît simple de dire les Lakers ont gagné le défi physique, mais ça leur demande un effort certain. Et je pense que c'est pas innocent que à certains moments LeBron James se cache un peu entre guillemets, ou en tout cas se repose sur son équipe en ayant un point de mire, parce qu'il a l'expérience que les finales ça se joue au meilleur des 7 matchs, et même si t'es à plus 20 sur le premier, il faudra en gagner 3 autres. C'est vrai qu'il suffit de voir ce qu'il a dit en fin de match, où il semblait vraiment irrité par la fin de match des Lakers, qui autant s'ils ont bien commencé à 3 points le début du match, je crois qu'ils finissent à un 2 sur 19. Voilà, j'ai retrouvé la stat, 2 sur 19 en fin de match. Et clairement,
on voit qu'il y a un phénomène de relâchement. Après, je pense que l'atmosphère, je trouve autour de ce match 1 était bizarre après les blessures. Enfin, il y avait une espèce d'atmosphère extrêmement étrange qui en sortait. Enfin bref, et c'est vrai. Alors, on diminue pas la perf de LeBron. C'est juste qu'en fait, par rapport à ce qu'on avait vu sur les autres équipes avec les Cavs dernièrement et sur la fin de son histoire à Miami, il était beaucoup plus. J'avais utilisé le terme de jupitérien. Il y est beaucoup moins. et c'est tout à l'avantage de son équipe après. Et c'est mais même si mon petit doigt me dit qu'il va quand même, je pense, mettre un coup d'accélérateur pour attraper le MVP des finales. Parce que la legacy. Oui, et puis ça reste LeBron James. C'est ça. Genre quand on dit qu'il a été discret, il fait quand même donc 25-9-13, même s'il y a beaucoup de stats dans le dernier quart-temps. Voilà, 25-9-13, très solide, 50% à 3 points, il a plus de 50% au shoot. Il y a comme tu l'as dit en début de match, il a quand même imprimé un certain rythme sur Adebayo et emmené ses troupes avec lui en fait, en les impliquant, parce que ça fait aussi partie du basket. Ça paraît un peu bête de dire ça comme ça, mais impliquer tes autres joueurs en début de match pour qu'ils se sentent investis aussi dans cette mission qui n'est pas que celle de LeBron James, eh bien ça fait partie du leadership et de la capacité de ce gars-là à emmener à chaque fois une équipe en finale tous les ans depuis 10 ans, sauf l'année dernière. Clairement. Une petite précision, on a eu l'info pendant qu'on enregistre, donc du coup pour Bam, c'est une douleur à l'épaule et aussi une douleur au cou. Donc en gros le double c'est assez compliqué. Double peine. Et par rapport à LeBron, oui, je suis totalement d'accord. Enfin, rien que sur son rôle, sur la façon dont il a mené l'attaque, etc. Quelque chose de très Cleveland, de mettre en confiance ces mecs. Enfin, c'est plutôt pas mal. La suite, du coup, Adrien, la suite, c'est un Bam Adebayo incertain, Dragic incertain, un Butler dont c'est probablement celui des trois dont on parle le moins de sa blessure, mais c'est loin d'être la plus rassurante. Qu'est-ce qu'on fait tactiquement? Alors là, on se met dans la peau du coach Adrien. Qu'est-ce que tu fais, Adrien, dans ce match 2 pour réussir peut-être à inquiéter ces Lakers, ou en tout cas à rendre cette série compétitive? On fait confiance à Spoelstra, on l'a mis dans notre top 5 des coachs la semaine dernière. Il va essayer des choses. Par contre, pitié, plus de Solomon Hill en 5. C'est juste ça qui... Ou au moins, il y a un passage chez le coiffeur pour Solomon, au moins ça ira mieux. Ça dépend les mecs du quel point Heat, ils ont abandonné je te laisse, mais les mecs du Heat, Butler, Solomon Hill, ils ont pas trouvé l'adresse du barbeur. Clairement. Non, effectivement, ou ils l'ont bien évité en tout cas. Après, bon voilà, pour ce game 2, ça dépend évidemment comment évoluent ses blessures. Alors, a priori, au moins Goran Dragic, je pense que le game 2, on le verra pas. On espère qu'il reviendra ensuite, parce que c'est une blessure qui avait déjà eu lieu. C'était Joe Johnson, qui avait eu la même blessure il y a quelques années quand il était du côté des Nets, en 2013, et qui avait réussi à jouer, même si c'était gênant. Il avait fait quand même une grosse série de playoffs. Donc on peut espérer que Dragic revienne. Après, la gravité de la blessure peut être différente, etc. Mais si on part du principe qu'il est pas là, que Bam Adebayo est un peu diminué, Jimmy Butler, bon, c'est un guerrier, mais comme tu le disais, on sait jamais quand même, parce que effectivement il est resté sur le terrain. Mais moi je connais mon petit Jimmy, quand on lui a demandé si ça allait, il a dit oui. Ça veut pas dire que ça allait vraiment, parce qu'il y a une vraie torsion au niveau de la cheville quand même. L'image est assez impressionnante, donc il faudra se méfier. Mais blessures mises à part, si pour répondre un peu plus à ta question tactiquement, c'est compliqué. Je pense que bon, Kendrick Nunn devrait prendre les minutes de Goran Dragic, parce qu'on l'a vu, même si c'était à un moment où le match était plié, il a été agressif, il a réussi à trouver des drives vers le cercle. Je pense que c'est quelque chose dont le Heat va avoir besoin, d'une autre menace que Jimmy Butler, qui arrive pas vraiment à passer. Peut-être que passer justement sur le poste 1, donc sur un KCP ou sur un Caruso, sur certaines séquences, va être très important. Et ensuite, il va falloir trouver une manière de mettre Duncan Robinson dans de meilleures conditions, parce que je pense que la meilleure chose qui puisse arriver au Heat, c'est que ces shooters soient dans le match dès le début, pour obliger les Lakers un peu à s'écarter et à faire des paris, des gambles comme disent les Américains, défensivement, et pour ensuite libérer de l'espace pour des Jimmy Butler, pour ça aurait été un Dragic, mais ou pour un Bam Adebayo, etc., pour qu'il y ait un peu plus d'espace, pour qu'ils puissent un peu plus respirer en attaque, parce que défensivement, je pense que la solution, elle est pas. Ils ont plutôt bien défendu, je trouve, sur ce match-là. Je vois pas beaucoup d'adaptations importantes à faire pour le moment. Comme tu le disais, les Lakers vont pas forcément planter aussi vite en début de match. Donc défensivement, pas grand-chose à changer. Peut-être en attaque, aller chercher d'autres manières de se créer des paniers. Totalement. Je pense que le 3 points, c'est clairement la clé pour une équipe de Miami qui s'est basée dessus. Mais je pense que pour y arriver, il faudra peut-être réinvestir sur le shoot à mi-distance.
Parce que j'ai vu ça, c'est quelque chose ils abandonnent complètement contre les Lakers. Alors de base, c'est la structure de leur attaque, hein, mais j'avais vu dans les 2 affrontements en saison régulière contre les Lakers, ils ont marqué 8 points à mi-distance. 8 points. Alors je sais que c'est peu. Hein. Je sais que on sait que voilà les stats avancées privilégient peinture 3 points, mais il faut quand même avoir une petite nuance, et je pense, encore une fois, je vais le citer lui, mais je pense à Bam Adebayo, qui quand il a son rôle d'un peu de tour de contrôle, il lui arrive de mettre ses petits shoots à mi-distance, il en a mis 2 au début du match, il a tout raté, il met pas 1 point après le second quart-temps, et c'est n'empêche une menace, parce que alors le problème c'est qu'il fait face à Anthony Davis qui pourra le couvrir quoi qu'il arrive, mais s'il fait face notamment à Dwight Howard, mettre ces petits shoots là, ça va obliger Dwight Howard à sortir plus, et Adebayo l'a prouvé, il peut faire la différence sur un premier pass sur un Dwight Howard. Peut-être que physiquement... Ouais, ou servir le gars qui coupe. Exactement. C'est arrivé aussi. Parce que ça aussi, je pense, c'est lié à ça, très juste. Le Heat a fait très peu de coupes. Alors, c'est lié, je pense, à la bonne communication défensive des Lakers, qu'il faut encore une fois souligner le boulot de Frank Vogel. Mais c'est un peu l'ADN du Heat. Et c'est là où je trouve que ça contredit un peu un truc qu'on avait dit. Le Heat ne se battra pas lui-même. Le Heat s'est un peu battu lui-même, je trouve, hier, quand même. Ouais, d'une certaine façon, c'est vrai. Sur certains points, le Heat s'est un peu battu lui-même. Alors, il s'est surtout fait battre par 2 énergumènes, mais il s'est un peu battu lui-même en sortant un peu de son jeu, parfois. Après, c'est forcé par les Lakers, mais pour en revenir aux coupes, on n'aura pas offert, mais j'ai vu le match 2 fois, j'ai pas souvenir de 15 000 coupes de haut panier, hein. Ils ont dû mériter chacun de leurs points. Et peut-être c'est là où on voit enfin une équipe qui s'est... Stevens l'avait commencé à le faire, mais pas complètement. On voit peut-être une équipe qui s'est enfin totalement adaptée au Heat basketball et qui qui en tire profit parce que il les force à créer de l'attaque à partir de rien. Il y a peu de joueurs qui peuvent le faire. Ouais. Après, le bémol, c'est pas contre-doble, le bémol de la stratégie, c'est la blessure de Bam Adebayo. C'est que si c'est effectivement donc l'épaule et le cou, pouvoir rentrer des mi-distances, il faut shooter, il faut avoir confiance en son shoot et en son bras, et cette blessure peut être assez préjudiciable dans cette idée-là, même si je suis bien d'accord avec toi, une des forces, et on l'avait justement vu contre les Celtics, c'était justement cette capacité qu'ont le Heat à toujours offrir une solution quand il y a un gars à mi-distance, il y a un cut de Tyler Herro, de Jimmy Butler, de Goran Dragic, peu importe. D'offrir cette solution supplémentaire pour faire bouger et un peu plus réfléchir les défenses, où effectivement, comme tu l'as dit, si on élimine le shoot à mi-distance, qui est pourtant, alors comme tu l'as dit, de manière analytique, c'est loin d'être le plus efficace, voire le pire, mais ça fait partie de la force d'un Jimmy Butler notamment, un Bam Adebayo qui est capable d'en mettre, un Tyler Herro aussi d'ailleurs, Tyler Herro qui est très très bon à mi-distance. C'est rajouter cet arsenal peut-être un peu faire déjouer défensivement ces Lakers qui étaient peut-être un peu trop confortables, où ils ont un peu trop facilement lu, disons, l'attaque de Miami. Totalement. Après, le problème, tu l'as dit en démarrant, le problème c'est la blessure d'Adebayo et le problème du shoot, mais il n'y a pas eu ces coupes, et je pense que c'est aussi un peu lié au fait que, on en revient toujours à ça, les défenseurs des Lakers, les principaux défenseurs sur Adebayo, ont pas forcément peur d'Adebayo. Je suis en finale NBA, Anthony Davis sur Bam Adebayo, si je suis Frank Vogel, ça me dérange pas. Même limite un Dwight Howard sur Adebayo. Même Dwight. Alors si, il va se faire prendre sur de la vitesse quelquefois, mais ça me dérange pas. Et le truc, c'est que toutes les équipes précédemment affrontées par les Celtics avaient une peur bleue en fait d'Adebayo parce que c'était un match-up casse-tête pour eux. Le problème, c'est que peut-être que le Heat est tombé sur une des rares équipes où ça pose pas problème. Du coup, est-ce que la solution, c'est jouer plus grand? C'est ce qu'on lit à peu près partout ce matin. Faire rentrer un peu plus de Kelly Olynyk, faire rentrer du Myers Leonard qui a quand même, j'ai vérifié sur sa page Basketball Référence, a pas joué 60 minutes de basket à haut niveau, donc sur un terrain NBA depuis février. Donc on est en septembre. Hein. Je tiens à préciser, ça fait quand même, on est en octobre même aujourd'hui. Ça fait 8 mois. Oui. Qu'il a pas joué 1 heure sur un terrain de basket, vraiment. Il a joué un tout petit peu contre les Milwaukee dans le match 3 et les 2 derniers matchs de saison régulière dans la bulle. Donc ça fait une éternité qu'il a pas vraiment joué. C'est vraiment ça la solution? C'est du Myers Leonard? Non, c'est Udonis Haslem. Non, je suis pas sûr que Myers Leonard soit une solution. Par contre, Kelly Olynyk, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est grand, il est capable d'aller chercher des rebonds et aussi d'écarter le jeu. Effectivement, Kelly Olynyk, c'est un shooter capable de tirer de loin. On l'a dit tous les deux et tu l'as souligné. Ça peut passer par le 3 points cette série.
et peut-être que justement désorganiser, enfin faire un vrai changement entre tes différents 5 du côté du 8 en faisant rentrer un intérieur qui s'écarte pour un peu désorganiser la défense en face peut être une bonne idée si Kelly Olynyk rentre. On a vu aussi des quelques minutes d'Eric Jones Jr., donc de Solomon Hill, tu l'as dit, mais d'Eric Jones Jr. peut aussi peut-être être intéressant. Je pense que justement ces blessures peuvent être l'occasion, en tout cas au Game 2 pour le Spoelstra, d'expérimenter quelque chose d'un peu différent avec alors comme tu l'as dit, moi Solomon Hill je suis pas spécialement convaincu, mais Derrick Jones Jr. a la capacité de répondre physiquement, il est vif, il monte très haut. L'association avec Kelly Olynyk me semble intéressant à au moins essayer sur les séquences où les Lakers sont sans Anthony Davis, parce qu'effectivement avec Anthony Davis ça devient vite plus compliqué, mais ça peut être en tout cas une manière de rebattre un peu les cartes, et puis si ça fonctionne un tout petit peu, de faire un petit peu douter Vogel et de rentrer dans une vraie bataille tactique. Alors effectivement les blessures sont toujours malheureuses, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour Spoelstra d'expérimenter des choses sans prendre de gros risques, puisque de toute façon il faut bien essayer, puisque tu n'auras pas Goran Dragic a priori, et peut-être pas même Bam Adebayo. Clairement, Derrick Jones. De toute façon, il faut apporter, je pense, le problème. Alors, je n'ai peut-être pas le vocabulaire pour expliquer la différence que je veux mettre en avant. C'est la capacité des Lakers, c'est du physique un peu brut qu'ils ont. Là où Derrick Jones, c'est aérien. Et c'est là la différence, je pense qu'on a vu sur ce match. Mais je pense que ça peut être un changement tactique intéressant. Le truc qui est, je trouve, affreux, c'est que, en fait, pour toujours réagir à cette idée de ramener un peu de la taille, on regarde les statistiques, on regarde le match, ils font bien leur box out, en fait, le hit. Ce qui est ce qu'il y a de terrible, c'est qu'en fait, tu l'as dit, on a un peu dit ça avec un ton ironique, ils prennent la balle sur leur tête. Ils prennent vraiment la balle sur leur tête, donc ils font leur. Je crois, j'ai vu la stat passer, le Heat fait 2 fois plus de box-out que les Lakers sur ce match. Le problème, c'est que le nombre de fois on a vu les Howard ou les Davis prendre des rebonds vraiment sur la tête des joueurs du Heat, c'est assez inquiétant. Et c'est là où on voit que Adebayo, et j'aurais dû vérifier, Adebayo est un plus petit qu'un Howard, plus petit qu'un Davis, et à un moment, le basket c'est un sport de taille, et je crois que ça leur coûte beaucoup après. Bam est listé à 6'9", donc 2m06, et Dwight Howard est à 6'10", je suis sûr, donc à 2'11", 2m8, et Anthony Davis aussi, donc voilà, je les ai sous les yeux, c'est confirmé. Donc il y a 2 cm en moins pour Bam Adebayo. Parce que je trouve que l'impression est, j'ai vraiment l'impression que sur le terrain il y a 4-5 cm d'écart. Enfin bref. Après, ils sont 2, hein. Ouais, ouais. Et lui, il est tout seul. Ouais, c'est ça la différence. C'est ça aussi. Là, on voit vraiment que la rotation intérieure du 8 est vraiment légère. Donc, on est d'accord, pas vraiment de Meyers Leonard comme solution. Enfin, espérons pas de Meyers Leonard pour le Heat. Petite section, à part si t'as quelque chose à dire, Adrien, je regarde mes 14 pages de notes. Ça fait bizarre je me sens un peu comme Alan de prendre des notes devant un match. C'est assez étrange. Non, une petite note pour un Rajon Rondo, un de tes anciens, qui a fait un beau match et qui Playoff Rondo, qui confirme vraiment, toujours dans ce podcast où il y avait Rajabel et Kevin O'Connor, j'ai entendu cette stat incroyable que depuis qu'il a quitté Boston, sur les catch and shoot à 3 points, Rondo, il est à 37%. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée selon laquelle on le laisse shooter, alors certes il a mis une brique à un moment dans le match, mais t'es obligé de close out sur lui aussi, et je trouve qu'on a vu dans sa capacité à calmer le jeu toujours quelque chose de bien. C'était un peu une des victimes expiatoires des fans des Lakers pendant une bonne partie de la saison, mais là globalement les vétérans des Lakers ont fait un bon taf. Ouais, non mais Rondo, t'as bien raison de souligner. Je crois que même avant les finales, il a plus de 40% hein, sur ses catchs à 3 points. Donc vraiment, sur ses playoffs, il est là. Après, il en refuse certains, encore de lui-même, mais il reste une vraie menace. Et puis, il illustre parfaitement ce qu'on disait un peu plus tôt sur la capacité des Lakers à cibler certains joueurs du 8 sur des mismatchs, etc. Rondo et son calme légendaire, où on a toujours l'impression qu'il est chez lui tranquille dans son jardin, il analyse tranquillement le match et il va toujours chercher les bons mismatchs au bon moment. Sur demi-terrain, ça reste un excellent meneur de jeu. Évidemment, ce qui est facilité par le fait que quand tu joues avec Anthony Davis, c'est beaucoup plus simple de voir les mismatchs. Il y a Anthony Davis sur un gars, c'est pas Bam Adebayo, allez, envoie-lui la balle. Mais il faut quand même saluer la performance de Rajon Rondo, qui lui mérite son surnom de Playoff Rondo, contrairement à un autre gars qu'on embrasse. Et le pauvre Paul George, il l'aura tellement pris. Et c'est vrai que oui, Anthony Davis, c'est une arme létale. C'est un cheat code. C'est en fait,
Ouais, il y a beaucoup de débats par rapport à Anthony Davis et tout. Je pense juste que là où ils ont, alors c'est pas l'analyse du siècle, hein, là où ils ont alors je dis pas c'est des défenseurs à mettre sur les Browns, c'est juste alors les Américains disent body, des hommes à mettre sur les Browns. De la viande. Ouais, de la viande, exactement. Ils en ont même pas, en fait. Le Heat a même pas cette solution-là. Donc, à voir pour la suite. Alors, on s'était dit 30 minutes, on dépasse les 40, ouais. On va peut-être c'est une question, on avait fait ça en 2018, de revenir après chaque match de finale. C'est une question que j'aime toujours bien poser. Le MVP des finales, si ça s'arrête maintenant, on le donne à Davis? Ah, si ça s'arrête maintenant, c'est lui qui a fait peut-être le meilleur match 1. En tout cas, dans les statistiques brutes, c'est lui. Après, moi, donc sur ce match 1 peut-être, mais si on doit passer sur la série, moi je garde mon adage, je continue à ne pas parier contre LeBron James. Et là, même s'il a fait un match discret pour LeBron James, c'est quand même un 25-13-9. Voilà, je pense que si à un moment donné, là, c'était un match qui a bien tourné dans le sens des Lakers, c'est pas dit qu'il y en ait pas d'autres de plus accrochés et que là, on retrouve un LeBron plus vénère. Donc, je pense qu'il ira le chercher. Et ensuite, il y a toujours ce symbole de MVP des Finals, même si Anthony Davis met les points, c'est quand même le patron. Le patron sur le terrain, il s'appelle à chaque fois LeBron James. Donc, je pense que ça suffira pour être le MVP des Finals à la fin. Puis c'est Ilias, je crois, qui avait dit ça, que la campagne de LeBron pour un peu se plaindre de Giannis MVP, c'était un peu un moyen d'en gros mettre la pression sur les votants. Alors peut-être que c'est plus du tout pas Ilias qui a dit ça, je sais que quelqu'un dans le groupe a dit ça. En gros, ça correspondrait à Ilias, ouais, dans les stratégies de mastermind un peu ouais, comme ça. C'est ça. Pour en gros asseoir pour tout ce qui est le narratif, pour qu'en gros on lui donne le MVP après. C'est sûr que le MVP des finales se décide sur 7 votants parmi les journalistes américains, donc triés sur le volet. Clairement, vu le contexte, vu Kobe, les Lakers, etc. Davis, c'est malheureux, hein, mais Davis, je pense, va devoir faire une grosse finale pour l'avoir. Je pense, en fait. Ah, va falloir sortir des 40-10 à l'appel. Je pense il va devoir faire des performances de ce niveau-là. En citant Kobe, d'ailleurs, enfin, c'est pas surprenant, mais deux coéquipiers des Lakers à plus de 25, une première depuis Shaq et Kobe en 2004. Bon, après, les Lakers ont pas fait 15 000 finales depuis 2004, mais on voit bien que, oui, clairement, c'est le duo dominant. Et peut-être pour finir, la dernière note, parce que je pense que ça résume un peu le match. On se disait, ah oui, ça va être un peu l'affrontement de style, les Lakers vont avoir le joueur 1-2, et les joueurs 1-2, le Heat va disposera des joueurs 3, 4, 5, 6, 7. Je suis même pas sûr que le Heat avait la majorité des joueurs de 1 à 6 sur ce premier match. Enfin, donc, ouais. Bon, Butler était 3, je pense qu'on peut le dire quand même assez tranquillement. KCP était dans le top 5, c'est sûr. Ouais, et puis Bam a eu un match assez compliqué, Dragic aussi. Tyler Hero pas dedans, Duncan Robinson 0 points, donc Schroeder a mis, mais il s'est fait picorer dessus par Davis. Ouais, et puis Caruso apporte toujours ce qu'on attend de lui, hein, mine de rien, c'est un joueur qu'on cite pas parce qu'il a quand même le swag d'un joueur de départ du dimanche, mais n'empêche qu'il est toujours solide, il fait toujours ce qu'on attend de lui. Rajon Rondo, on l'a cité, Dwight Howard a été bon. Bon, Kyle Kuzma a arrosé, mais bon, ça, c'est Kyle Kuzma. Voilà, puis il y a Markieff Morris aussi qui est toujours là, qui a pas été extraordinaire, mais qui a quand même apporté ses petites minutes. Ouais, et c'est 2-3 comment dire, la différence de niveau dans le cœur des effectifs de chaque équipe était pas autant à l'avantage du Heat que ce qu'on aurait pu penser ou espérer, selon de quel point de vue on se place. Et ça c'est une différence criante pour la suite. Alors on a essayé d'être positif pour le Heat, hein. On a essayé d'être positif, mais c'est sûr que au vu des blessures, la série qui s'annonce va être difficile. Donc parce qu'on a envie que le Heat quand même gagne quelques matchs. On n'a pas envie d'être en vacances dès la semaine prochaine, mine de rien. À durée parce qu'après on part sur on ne sait pas combien de mois sans basket. Même s'il y a un peu de draft pour faire plaisir à notre grand journaliste de Dunk Hebdo, Monsieur Alain Guillou, qui fait des interviews à tir-larigot. Mais effectivement, on a quand même envie que ce soit un peu arraché. Après. Pour revenir un peu sur les previews, j'avais donné 4-2 Lakers dans l'espoir. J'avoue que ces blessures, ce match 1, sans tirer trop vite sur l'ambulance et sans tirer trop vite de conclusion non plus. Bon, on sera quand même bien content si le Heat en arrache 1. Ce sera au moins, voilà, qu'on voit les Lakers piocher un peu dans leur retranchement. Ce serait quand même sympa en tant que fan, en essayant d'être le plus neutre possible, fan de basket. Et
Alors peut-être que je vais être trop positif pour le Heat, mais c'est pas impossible qu'ils en prennent un quand même, parce que je pense pas. Ces shoots là des Lakers, ça va pas être tout le temps le cas. Et puis Duncan Robinson qui fait 0 sur 3, Tyler Hero qui a du mal. Enfin, on verra pas ça, je pense, tout le temps. Après, c'est sûr que peut-être au bout d'un moment, ils vont se libérer mentalement, et puis voilà, le Heat, ça reste une équipe de chiens un peu d'une certaine façon. Il y a du mental, on peut quand même leur faire confiance. C'est ça, ils vont pas lâcher la série, et puis je pense que c'est pour ça que LeBron est sorti assez irrité de la fin du match 1, c'est qu'il s'est dit, c'est une équipe qui quand même, il faut la battre quand on en a l'occasion, avec toute la culture qui a développé dans la franchise plus globalement avec Pat Riley. Il faut jouer sérieux tout du long en fait, parce que il faut leur maintenir la tête sous l'eau tant que c'est possible. C'est ça, parce que faut pas oublier que LeBron, quand il gagne ses 2 titres même quand LeBron gagne ses 3 titres, il perd le match 1, je crois, de tête, hein. LeBron perd le match 1 contre OKC, LeBron perd le match 1 contre les Spurs. Enfin, il a déjà été de l'autre côté. Il sait c'est quoi de perdre un match 1, donc en plus avec le maillot du Heat. Donc je pense qu'il y a aussi cette méfiance de se dire c'est cette équipe, on a tellement vu qu'il s'est créé une espèce de d'aura autour du Heat, ils ont adoré jouer ce rôle d'outsider, que là, alors certes les pertes sont horribles, mais peut-être que, et c'est de l'analyse de comptoir, mais peut-être que mentalement ça leur donne des billes en plus, voilà, pour dire bon bah là plus personne ne croit en tout. D'un autre côté, tu vois, c'est la force de LeBron James, et c'est justement, il ne fera pas l'erreur qu'ont pu faire d'autres équipes un peu plus tôt dans les playoffs des deux côtés, pour ne pas citer les Clippers. C'est qu'on sent que LeBron James il respecte son adversaire, justement parce que il joue jusqu'au bout et il joue sérieux. On le voit pas s'abuser. Bon, il y a cette espèce de moulin à vent au buzzer de la mi-temps qui sort de nulle part, d'un gars de 34 balais. Enfin bon, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Enfin bon, bref, c'est LeBron James, le monstre, il rappelle qui il est. Mais par contre, dans le match, on voit pas LeBron James s'abuser à lancer des tirs un peu comme au cirque, à faire des passes un peu trop fancy, etc. LeBron James respecte son adversaire, respecte aussi l'enjeu, je pense, et c'est ce qu'il faut pour gagner. Donc d'un autre côté, oui, le Heat, il faudra pas laisser trop de place au Heat pour revenir parce qu'ils sont capables de le faire. Mais d'un autre côté, je pense que LeBron James sait il faut pas tomber dans ce piège-là. Totalement. Alors, est-ce qu'ils vont tomber dans ce piège-là? On en parlera dans notre bilan du match 2 des finales. Ça s'enchaîne très vite quand même, hein. Ça s'enchaîne très ça va aller vite, ouais. On en a parlé, si ça finit malheureusement en sweep ou en 4-1 Lakers, dans d'une semaine, on n'a plus de basket. Donc ouais, faut profiter de chacun des matchs dont on peut disposer. Et oui, comme toi, j'avais parié 4-2. Je mets 4-1, mais allez, je crois toujours dans ce Heat de Miami. N'hésitez pas à nous dire du coup sur Twitter ce que vous pensez de ce match, ce que vous avez pensé de ce match 1, ce que vous croyez au Heat et quels sont les motifs d'espoir. On va être positif. Pour le Heat, Twitter, on vous invite à nous suivre comme sur les plateformes de streaming, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, etc., Deezer, bref, il y a tellement d'applis, Adrien, je sais même pas on est où. Parfois, des fois, ouais. je tape notre nom, je nous trouve sur des applis totalement sombres où je savais même pas qu'on était, ça se trouve, on fait 2 écoutes, enfin bref. Notez-nous si vous pouvez sur l'appli où vous nous écoutez. Puis nous, on se retrouve très vite pour parler de ce match 2 des finales. Alors on vous souhaite une très bonne journée si vous nous écoutez de bon matin, ou une bonne soirée si vous nous écoutez juste avant le match 2. Et puis on se retrouve dans le week-end pour parler de ce match numéro 2. Salut.